Une grande absente dans vos propos et depuis votre prise de fonction, qui a été soulevée par mon collègue Ouzoulias et qui est pourtant un problème central, qui est justement la mixité sociale à l'école. Car s'il y a bien un outil qui permet de lutter contre l'assignation à résidence, vous voulez l'émancipation, c'est ce que vous avez dit dans votre propos à l'école, c'est justement de faire en sorte qu'il y ait plus de mixité sociale à l'école. Alors qu'on voit toutes les études que c'est dans notre pays où la reproduction sociale est l'une des plus fortes. Et quand on regarde toutes vos prises de position, et elles ont été nombreuses depuis votre prise de fonction, je n'ai rien vu sur ce sujet-là. Alors, votre prédécesseur, par contre, ça a été évoqué. Ici même, au Sénat, on avait organisé, à l'initiative de notre groupe, un débat sur ce sujet. Et sur tous les bancs de cet hémicycle, de cette Assemblée, nous étions d'accord sur ce constat-là. Donc, qu'est-ce que vous comptez faire réellement? Parce que des initiatives, il y en a plein. Il y en a qui sont prises aussi au niveau des départements, la Haute-Garonne notamment, et qui ont des résultats. Donc, il y a des résultats concrets. Nous, ce qu'on souhaiterait, c'est qu'on passe l'étape d'après, l'étape supérieure, que vous puissiez déployer ce qui marche en accompagnant justement les départements là où ça fonctionne. Qu'est-ce que vous avez comme stratégie, comme politique que vous allez mettre en place pour qu'il y ait une réelle mixité sociale dans les établissements de ce pays? Je souhaite que les parents puissent toujours avoir le choix. Et en fait, c'est une considération qui peut parfois apparaître un peu théorique, malheureusement, avec certaines familles qui se disent aujourd'hui, il faut le regarder en face, qu'elles ne sont plus sûres d'avoir vraiment le choix si elles veulent que leurs enfants réussissent. On est tous élus, moi je suis élu local aussi depuis 10 ans dans ma commune, on rencontre des familles, notamment des familles de classe moyenne, qui se demandent si leurs enfants pourront continuer à réussir et à s'élever comme eux se sont élevés dans l'école publique. Ça serait mentir que de dire qu'on ne rencontre pas ça. Et je pense que la question absolument essentielle, c'est de se demander pourquoi est-ce qu'ils se posent ces questions et pourquoi est-ce qu'ils se disent parfois qu'ils n'ont pas le choix, s'ils veulent que leurs enfants réussissent, que d'aller dans le public. Je ne crois pas du tout que c'est le nombre d'élèves par classe. Vous avez plus d'élèves par classe dans le privé que dans le public. Je ne crois pas que ça soit l'état bâtimentaire des écoles. Elles sont mieux entretenues, notamment grâce aux collectivités locales, dans le public que dans le privé. Donc je pense que c'est sur des questions de niveau. Et donc effectivement, le fait qu'on arrive à avoir un système où il y a toujours un enseignant devant les élèves et quand il y a des absences, on arrive vraiment à les remplacer. De pédagogie différenciée, y compris avec des organisations différentes. On a parlé tout à l'heure de la possibilité d'avoir des groupes de compétences, encore une fois, pas des classes de niveau, mais des groupes de compétences sur certaines disciplines. Dans beaucoup d'établissements scolaires privés, c'est le cas. La possibilité d'avoir plus d'expérience aussi dans la vie professionnelle, entre guillemets. J'ai annoncé un stage en fin de seconde. J'ai entendu des gens dire faut pas, etc. Enfin, dans le privé, dans beaucoup d'écoles privées, il y a des stages tous les ans. Elle est là, la vraie inégalité aussi. Vous avez des élèves qui arrivent ensuite dans le supérieur ou dans la vie professionnelle, ils ont un CV long comme le bras parce qu'ils ont eu des stages organisés dans un cadre scolaire dans leur établissement, et puis les autres qui n'ont pas ces expériences. Donc pour moi, le premier levier de la mixité sociale, c'est de faire en sorte que les familles se disent toujours qu'elles ont le choix et que leurs enfants pourront réussir à l'école publique. Et donc de répondre aujourd'hui aux doutes et aux inquiétudes qui existent pour beaucoup de familles. Ça, c'est la première chose. Y compris en assumant d'investir des moyens supplémentaires en les dirigeant vers les établissements les plus défavorisés. L'investissement qu'on a fait pour l'éducation prioritaire depuis 2017, il est massif, avec le dédoublement des classes, avec les petits déjeuners gratuits, avec devoirs faits, avec la rémunération plus importante des enseignants qui vont enseigner dans ces établissements. Encore une fois, on peut dire qu'il faudrait faire mieux, il faudrait faire différemment, il faudrait faire encore plus. Mais enfin, c'est un investissement massif. Et on voit que ça a un impact. Les études montrent, notamment les études de l'ADEPE, qu'on a une réduction des écarts de 15 à 40% sur le français et les mathématiques entre les élèves d'éducation prioritaire et les autres grâce au dédoublement. Donc oui, la pédagogie peut renverser la sociologie, au sens où la pédagogie peut renverser les déterminismes, peut briser les parcours et les destins qui sont écrits d'avance pour encore trop d'élèves et trop de familles dans notre pays. Et c'est vrai, monsieur Chantrel, qu'on reproduit trop les inégalités sociales en inégalités scolaires en France. Mais pour moi, la réponse, c'est de montrer qu'on investit massivement, qu'on innove aussi dans ces établissements pour donner envie aux familles d'y rester. Parce que la réalité, moi je vais vous le dire, je pense qu'il y a très peu de familles qui se diront finalement que le premier critère pour eux, pour elles, c'est la mixité sociale. Le premier critère pour elles, c'est de se dire que leur enfant a le plus de conditions possibles pour réussir. C'est ça la réalité. Ce qu'il faut leur rappeler, c'est que la mixité sociale est une des conditions d'un bon apprentissage et que les études le montrent, vous avez totalement raison. En matière de climat scolaire, on voit que ça a un impact positif, mais aussi en matière d'apprentissage.
Donc il faut toujours le rappeler, vous avez raison de le faire. Mais moi, je ne crois pas qu'on arrivera à répondre à cette situation en envoyant un message consistant à dire, pour qu'il y ait plus de mixité sociale, on va empêcher les familles qui le souhaitent d'aller dans le privé. On va exporter, entre guillemets, les problèmes qu'on a dans le public, dans le privé, pour garantir la mixité sociale. Je ne crois pas une seconde que ça fonctionnera. C'est continuer à investir en priorité dans les établissements les plus défavorisés. Cette rentrée, on ouvre 15 sections internationales, on les met toutes dans des établissements de l'éducation prioritaire. On poursuit les dédoublements. Et on va continuer à avancer avec le 8h, 18h au collège en QPV, avec les 2 heures de sport en plus par semaine. Bref, voilà, la ligne qui est la mienne. On dépense aujourd'hui 8 500 € par élève en primaire à l'école publique. C'était 7 000 € par an en 2017 quand Emmanuel Macron a été élu. On a massivement renforcé. Dans le privé, c'est 5 000 € par an. L'investissement est évidemment supérieur dans le public que dans le privé. Il faut maintenant que ça se ressente et que les résultats s'améliorent. On est passé de 24 élèves par classe en moyenne à 21 élèves par classe en moyenne en primaire depuis 2017. Donc il y a cet investissement. Ensuite, sur l'organisation, la discussion avec l'enseignement privé, notamment l'enseignement catholique, il y a eu effectivement beaucoup de travail avec mon prédécesseur. Ça a abouti à un accord pour y développer la mixité sociale, c'est-à-dire le nombre d'élèves boursiers. On a installé maintenant dans tous les rectorats les instances qui travailleront territoire par territoire pour atteindre cet objectif de mixité. Donc moi, je vais m'inscrire dans ce travail-là, en soutien à ces instances de dialogue et de concertation pour avancer. Par ailleurs, je veux